Bonsoir à tous. Un space consacré aux origines de l'Europe que je vous propose ce soir. C'est un sujet qui a été évoqué notamment par Julien Rochdy dans son récent ouvrage Qui sont les Blancs. Et c'est aussi une façon de répondre à ceux qui nient cette parenté profonde entre Européens que nous connaissons. Et évidemment, il y a pas mal de mythes autour de tout ça que je vais essayer de vider un petit peu de tout leur fausseté, si on peut dire. Donc j'espère qu'on sera un petit peu plus nombreux que ce que nous sommes pour l'instant, sachant que ça avait été annoncé, et que je suis un tout petit peu en avance, c'est peut-être pour ça. Donc l'idée d'Europe, évidemment, c'est une des plus récentes que le nom Europe lui-même, et le nom Europe lui-même est un terme plus récent que les origines réelles de l'Europe, évidemment. On est dans une logique de la sorte. Et donc ce sera enregistré, je le précise. Alors, l'Europe. D'abord, le mot Europe est un terme en lui-même intéressant, car il est controversé, puisqu'il y a deux visions qui sont différentes de l'Europe, et c'est bien d'avoir ça en tête. Deux étymologies également. Donc, c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous expliquer, mais j'aimerais bien qu'on soit quand même un peu plus nombreux, parce que c'est un petit peu frustrant. Donc, je vais indiquer que ça commençait. Voilà. Et donc, on est toujours 3. Passons. Alors, Europe. Le terme, évidemment, fait référence à un personnage de la mythologie grecque, qu'on décrit comme une princesse phénicienne, mais qui est en réalité, plus simplement, un terme qui veut dire au large regard, en fait. Mais beaucoup nous expliquent qu'en réalité, le mot Europe ne serait pas européen et que ça serait un emprunt à une langue sémitique, au phénicien Ereb, qui désignerait donc l'Occident, c'est-à-dire le lieu où le soleil se couche. Donc, deux étymologies, une étymologie importée, si on peut dire, et une étymologie grecque. Laquelle est la bonne? Là est la question. Alors, l'étymologie, en fait, ne trompe pas. Europée, c'est composé de deux termes qui sont associés. Il y a d'abord Eurus, qui veut dire large, et il y a ops, ou op, donc c'est l'œil, tout simplement, hein, optique, c'est la vue, c'est le regard. Donc, le terme europée veut dire au large regard. Et si on lit par exemple Pausanias, qui est un auteur grec du 1er siècle de notre ère, qui a été visiter un peu toute la Grèce continentale, eh bien, il évoque la figure d'une Déméter europée. Donc, Déméter, c'est la terre-mère, ça veut donc dire la terre-mère au large regard. Et lorsqu'on songe que Europe désigne un continent aujourd'hui, une terre, si on peut dire, ça a tout son sens. Et cette Déméter europée est d'ailleurs la parèdre, la compagne d'un Zeus Europos. Donc on comprend bien que c'est un aspect religieux qui est derrière. Si on prend d'autres langues d'Europe, eh bien vous avez la forme sanscrite Urushaksas, qui désigne aussi le ciel, qui va avoir une forme féminine Urushaksi. Vous voyez, on est loin de européen et pourtant l'étymologie est la même. Voilà un petit peu le cadrage. Donc ceux qui prétendent que ce serait un nom phénicien, d'abord sont de mauvais linguistes, parce que passer de herbe à européen, il faut m'expliquer comment. Sachant que, par exemple, le mot grec erebos, par exemple, qui pourrait ressembler, n'a, par exemple, aucun rapport étymologique non plus. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on réalise dans tout cela? Eh bien, c'est l'idéologie. Faire de l'Europe un terme venant d'un emprunt aux langues sémitiques, c'est idéologique. Certes, on présente Europée souvent comme une princesse phénicienne, qui serait venue de Tyr, qui serait d'ailleurs de la même famille que le personnage de Cadmos, qui aurait été le fondateur de Thèbes, en Grèce. Mais effectivement, c'est simplement qu'à l'époque des mythes grecs, il y a parfois la tentation de faire de certains personnages des Phéniciens ou des Égyptiens ou autres, sans que ça n'ait de réalité autre que mythologique. Donc finalement, c'est de l'idéologie moderne. Donc, une fois qu'on a défini l'Europe comme celle qui a la plus longue vue d'une certaine manière, et c'est presque poétique, et ça montre aussi
Ce qui est la civilisation européenne, c'est une civilisation qui est allée plus loin que n'importe quelle autre civilisation, qui a vu plus loin que les autres, jusqu'à envisager, par exemple, de poser pied sur la Lune et de conquérir l'espace. On est d'une civilisation qui voit plus loin que les autres, plus haut, et qui l'a démontré par l'histoire, par la science, par tout ce que l'on peut connaître qui nous caractérise. Finalement, c'est ça aussi l'Europe avant tout, c'est une civilisation plurimillénaire qui a dépassé toutes les autres précédentes. Voilà pour l'étymologie. Maintenant, j'ai parlé des origines de l'Europe. Comme je dis, elles sont plus anciennes que le nom d'Europe lui-même. Alors, on dit souvent qu'il y a 3 peuplements qui caractérisent l'Europe au fur et à mesure du temps. On pourrait les appeler par grande époque historique. On va dire qu'il y a le peuplement paléolithique, le premier, le peuplement néolithique, lié à l'agriculture, et puis le peuplement chalcolithique, lié à la civilisation du bronze, chalkos en grec. 3 populations associées. Alors, celles du Paléolithique qui se sont installées, donc il y a peut-être 30 000 ans, en Europe occidentale notamment. La civilisation néolithique, donc elle est venue théoriquement d'Anatolie, dit-on, mais en réalité c'est un peu plus complexe que ça. Et enfin, ce dernier peuplement qu'on appelle maintenant les Yamnaya, c'est un terme technique, et qui viendrait de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine. Et certains pensent que ces Yamnaya seraient ce qu'on a appelé les proto-indo-européens. Je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait qu'ils soient indo-européens, mais je ne suis pas convaincu qu'ils soient tous les indo-européens d'Europe. Je pense que l'indo-européennité est plus ancienne, mais c'est une théorie que je défends, qui n'est pas majoritaire, loin de là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 3 peuplements, on pourrait dire, ça veut dire que l'Européen est un mélange, plus ou moins avec un dosage varié, ces 3 peuplements. Ça expliquerait les différences entre individus, même entre peuples, etc. Mais il ne faut pas imaginer, en réalité, que ce soit sur un plan géographique. En fait, nous, tous les Européens, nous sommes un mélange de ces 3 populations. Et ces 3 populations, et c'est ça qui est important à voir, ne sont pas des populations totalement différentes qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas 3 peuples sans aucun rapport entre eux qui se retrouvent au fur et à mesure du temps, se mélanger. C'est pas comme ça. Ces 3 peuplements viennent du même endroit. Seulement, ils ne sont pas partis en même temps. C'est par vagues. Et des vagues qui ont mis parfois 30 000 ans en tout. Et ça a débordé d'ailleurs l'Europe, bien entendu. Parce que les frontières, elles peuvent exister tout en étant floues. Il n'y a pas de raison d'imaginer que les frontières sont forcément, une ligne sur une carte. Non, c'est généralement flou des 2 côtés. Prenons simplement l'Oural, qu'on pourrait présenter au XVIIIe siècle comme la frontière de l'Europe. Des 2 côtés de l'Oural, vous avez la même population, c'est-à-dire les Russes ethniques. Simplement, effectivement, la conquête des espaces au-delà de l'Oural par la Russie, par le peuplement russe, il a fallu attendre la fin du XVIe siècle. Donc, vous voyez que l'Europe, d'ailleurs, peut déborder les frontières de l'Europe. C'est quelque chose d'intéressant à avoir en tête. Alors, vous avez une Europe donc, peuplée par ces 3 peuplements successifs, et puis il y a eu des sphères civilisationnelles, des ères civilisationnelles, on peut dire, qui ont eu lieu. Par exemple, si vous prenez la civilisation mégalithique. Pour une raison ou pour une autre, les Européens de la partie occidentale de l'Europe, et notamment des parties les plus proches de la mer, ont développé une civilisation originale qu'on appelle la civilisation mégalithique, et dont Stonehenge est un des vestiges, et aussi tous ces empilements de dolmens et de menhirs, qui ne caractérisent pas seulement l'ouest français, mais qui caractérisent aussi avec les côtes du Portugal et de Galice, et puis bien entendu les îles britanniques et autres, jusqu'à la Norvège même parfois. Donc, c'est une des civilisations de l'Europe, parce qu'à ce moment-là, les Européens n'ont pas une civilisation unique stricto sensu, mais des civilisations qui ont beaucoup en commun, mais qui sont quand même suffisamment distinctes. Alors, le 3e peuplement, chalcolithique, le plus récent, c'est-à-dire, on va dire, il y a 5 000 ou 6 000 ans, c'est celui qui, a priori, a amené ce qu'on appelle les langues indo-européennes. Alors, c'est un terme qui déplaît à certains parce qu'ils se disent « rien à voir avec l'Inde ». C'est pour ça que je vais éclaircir ce que c'est. Les Indo-Européens, ou Ariens, c'est un peuple préhistorique européen qui est apparu linguistiquement peut-être il y a 7 000 ou 8 000 ans. Ils sont donc caractérisés avant tout par une langue, qu'on appelle le proto-indo-européen, techniquement, et une religion, une mythologie qu'on appellera aussi proto-indo-européenne.
Donc, des dieux et des mots, si on peut dire. Voilà un peu comment le résumer. Quelles sont les caractéristiques et leurs noms d'abord? Il est probable qu'ils se soient appelés les Arios, qui a donné effectivement le mot arien par le biais du sanskrit arya, c'est-à-dire les nobles, les braves, ou ceux qui défendent l'ordre cosmique. Il y a plein d'étymologies possibles. La racine ar ayant servi par exemple à désigner des mots aussi différents que l'ordre ou les arts. C'est quelque chose d'une racine qui a donné bien sûr le grec Aristos, le meilleur, aristocratie, etc. Il est probable qu'ils s'appelaient les Arios. Qu'est-ce qui permet de le penser? Eh bien, notamment qu'ils avaient une divinité qui protégeait l'aspect civilisationnel de leur langue et de leur culture, ariomène, qu'on retrouve à la fois en Inde sous le nom de Aryaman, en Iran sous le nom de Herman, mais aussi chez les Celtes en Irlande sous le nom de Erémon, et de Irmin chez les Germains. La présence de cette même divinité, avec cette étymologie-là, des deux côtés de l'espace indo-européen entier, est intéressante. Alors, parlons de l'Inde et de l'Iran. Donc, les Indo-Européens, ils viennent d'Europe. Ils ne viennent pas d'Iran, ils ne viennent pas d'Inde. Mais il y a des Européens qui, il y a peut-être 4500 ans, ont quitté l'Europe, en partant on va dire du sud-est de la Russie, on va dire, et par le Caucase et ou par l'Asie centrale, sont allés peupler d'autres territoires en Asie qui étaient peuplés évidemment avant eux. Donc lorsque les Iraniens, ils sont passés par le Caucase notamment, sont allés s'installer en partant d'Europe en Iran, évidemment, ils ont amené leur langue, ils ont amené leur religion, mais ils ont trouvé des gens sur place. Et avec ces gens-là, ils se sont mélangés, bien entendu, ce qui est logique, notamment avec les Élamites, qui est une civilisation proche des Sumériens qui existait auparavant. Ce qui fait que les Iraniens modernes d'aujourd'hui ne sont pas des Européens, ce sont des populations mixtes entre des Européens il y a 4500 ans et les populations présentes qui, bien entendu, étaient plus nombreuses. C'est encore plus vrai en Inde. Lorsque ces Indo-Européens ou Ariens sont arrivés en Inde, ils ont apporté leur langue et les langues ont survécu jusqu'à aujourd'hui. 70% des Indiens parlent une langue dite indo-européenne ou arienne. Donc, ils ont apporté leur langue, ils ont apporté leur religion, des divinités qui sont proches de celles des Grecs ou des Romains, mais ils étaient très peu nombreux. Et même s'ils ont créé un système de castes où ils considéraient qu'ils étaient les trois castes supérieures et que le reste de la population qui était déjà là sur place était infériorisée, en réalité, il y a eu un grand mélange avec les populations antérieures. C'est vrai que plus on monte dans une caste en Inde, plus le type humain est un peu plus européen, mais ça reste, comment dire, très distinct des Européens. Il y a eu un mélange, les castes n'ont jamais pu préserver réellement l'ethnicité originelle des populations qui sont arrivées d'Europe en Inde. Voilà, c'est-à-dire que concrètement, vous ne voyez pas tellement de différence entre les Indiens, quel que soit leur groupe linguistique. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une parenté de langue avec l'Iran et l'Inde que nous avons un destin commun et une vocation à nous unir. Non, c'est simplement que c'est un rappel qu'il y a eu des Européens qui sont partis peupler et fonder deux autres civilisations dans la partie asiatique de l'Eurasie. Voilà un petit peu pour éclaircir les choses. Pourquoi j'insiste sur les Indo-Européens? Parce que nos langues sont indo-européennes. Il y a quelques peuples d'Europe qui ne parlent pas une langue indo-européenne, je vais les évoquer par la suite, mais l'essentiel du système matriciel de l'Europe est fondé par ces Indo-Européens, dont l'expression la plus sublime est celle des Grecs anciens, qui ont atteint un degré de science, de beauté et de civilisation qui n'a jamais été égalé, même par notre technologie d'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc l'Europe, c'est un même peuplement, mais qui est la fusion de trois éléments ancestraux, avec des divisions et des subtilités qui vraiment existent. Je vais prendre un exemple concret pour vous dire que nous ne sommes pas tous identiques, même si nous sommes tous européens. Vous avez un mot de cette langue indo-européenne dont j'ai parlé qui est Deivos. Deivos, ça veut dire un dieu. Ça devient le mot dieu par le biais du latin Deus. On pourrait se dire, voilà un mot qu'on retrouve chez tout le monde. Pourtant, chez certains peuples indo-européens d'Europe, le mot va se perdre. Un exemple concret, lorsque vous voulez dire un dieu en allemand, vous dites God, et God en anglais. Ça ne vient pas de Deivos, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas la même chose. Pourquoi sans changement de nom? Pour une raison mystérieuse, évolution linguistique, le mot s'est perdu. Il existait au départ, et puis il a concrètement disparu. Et donc, on a appelé les dieux par ce terme de God, qui veut dire en fait celui qu'on invoque. Voilà.
évidemment, on invoque les dieux, donc c'est un dieu, celui qui est invoqué. De la même façon, chez les Slaves, le mot s'est aussi perdu. Et en russe, on dit bog. Ça fait penser à une divinité indienne qui s'appelle Baga, qui est la divinité de la chance et de la bonne fortune. Donc le dieu, le bog, c'est celui qui, entre guillemets, porte chance, c'est celui qui est porteur d'une fortune symbolique plus nette. Voilà. C'est difficile d'expliquer autrement. Chez les autres peuples d'Europe, le terme est resté, par exemple en gaulois, Devos, et donc les Grecs, eux, ont encore changé aussi, et les Grecs ont décidé d'appeler les dieux des théoi. Là aussi, ça veut dire une sorte de divinité, mais c'est un autre terme. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est l'évolution de la langue. Voilà, vous avez la même chose, des mots évidents comme le père, par exemple. Le mot père, ça vient donc de l'indo-européen pater. Ça a donné quoi? Ça a donné le latin pater, le grec pater, mais c'est aussi l'allemand vater. Ça a donné le mot père dans presque toute l'Europe, mais par exemple chez les Slaves, ça n'a pas été le cas. Le nom de la mère a été gardé, le nom du père a disparu. Alors ça aurait été quelque chose comme Patye en russe, mais c'est reconstitué. On dit Atietz. Alors c'est écrit Otietz. Parce qu'il y a un nom, le surnom pour dire le père en indo-européen, qui est Ata. C'est un nom un peu plus, populaire du père. D'ailleurs, ça se retrouve dans le nom d'Attila, qui veut dire petit père en germanique. Donc, ce Ata a donné Otietz en russe. Il y a quelques langues comme ça qui ont perdu le mot père et qui en ont pris un autre à la place. Voilà, c'est pour vous dire qu'on n'est pas identique, même si on a la même origine. Alors, les origines de l'Europe, donc, je vous ai indiqué, c'est essentiellement ces Indo-Européens-là, même s'il y a eu des peuplements antérieurs de même souche. Et évidemment, comme je l'ai dit, il y avait une religion avec tout ça, donc des figures divines, il y avait donc une langue, une tradition, des rites, pas d'écriture. C'est évidemment une civilisation qui est antérieure à l'invention de l'écriture, même si on a des traces d'écriture dans les Balkans, par exemple, il y a 5000 avant Jésus-Christ, les écritures dites de Vinca, ce qui laisse penser que les Européens ont inventé l'écriture avant les Mésopotamiens et les Égyptiens, contrairement à ce que l'on croit. Mais ça n'a pas duré. Il n'y a pas eu de survivance. Un exemple intéressant, c'est que les Grecs du 13e millénaire, 13e siècle avant notre ère, donc 1300, on va dire, avant Jésus-Christ, eh bien, avaient une écriture qu'on appelle le linéaire B. Et ce linéaire B, au moment où les palais mycéniens ont sombré et que leur civilisation s'était effondrée, ont disparu. Donc les Grecs ont perdu l'écriture, puis ils l'ont réinventé à partir de l'alphabet phénicien, on va dire autour de 700 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous voyez qu'on peut avoir des reculs civilisationnels dans l'histoire. Le passage de l'Empire romain au Moyen-Âge est un recul civilisationnel. On en a connu quelques-uns dans notre histoire et nous sommes aujourd'hui en train de craindre un nouveau recul civilisationnel, une nouvelle destruction, un nouvel effondrement, toujours par le coup, entre guillemets, de la barbarie qui domine la civilisation. Car le problème des civilisations est toujours le même. À certains niveaux de sophistication, les gens civilisés ne savent plus se défendre. Et ça donne aux barbares une chance de victoire. C'est toujours la même chose dans l'histoire. Les barbares deviennent civilisés et d'autres barbares les détruisent. Bon, on peut espérer faire démentir cet adage, mais en tout cas, l'histoire de l'homme européen a été comme ça pendant très longtemps. Donc maintenant, les temps marquants de l'Europe, qu'est-ce qui nous a défini, qu'est-ce qui nous définit comme Européens, indépendamment des questions nationales? Eh bien, effectivement, c'est l'héritage grec que j'ai évoqué. La Grèce classique a atteint une forme d'acmé en civilisation, une littérature, la philosophie, les mathématiques, la science, la médecine. Beaucoup de ce que nous connaissons aujourd'hui viennent des Grecs. Non seulement le mot, mais l'idée derrière. Nous avons une dette considérable vis-à-vis des Grecs anciens. Les Romains ont hérité des Grecs et ils ont poussé en matière notamment d'architecture les choses beaucoup plus loin. Si vous comparez l'Athènes classique à la Rome classique, ça n'a plus rien à voir. Vous avez au début du IVe siècle une mégalopole d'1 million d'habitants. Athènes a peut-être eu 100 000 habitants au grand maximum. Donc c'est un rapport d'1 à 10. La ville de Rome était une ville évidemment sublime. Et on peut imaginer que la représentation qu'on a dans le premier film Gladiator, par exemple, avec les effets spéciaux modernes que nous avons, en donne un petit aperçu. Nous voyons des belles ruines. Nous oublions qu'au départ, avant d'être des ruines, c'était des bâtiments neufs.
qui avait une magnificence dont nous n'avons même pas la capacité d'imagination. Si nous apparaissions comme ça spontanément, chacun d'entre vous et moi-même, dans la Rome du 1er siècle, bien sûr, tout ne nous plairait pas, parce que c'était très inégalitaire et très dur, mais nous serions pleins d'admiration pour la beauté de la ville, en tout cas. Voilà ce qu'il faut avoir en tête. La Grèce et Rome, c'est que du classique. Ensuite, il y a donc la fin de Rome, l'effondrement de l'Empire romain, qui était trop vaste, avec des frontières un peu partout, donc difficiles à défendre, face à la montée des peuples germaniques. Ces Germains, les Romains les connaissaient bien, ils les avaient recrutés largement dans leurs armées, et les Germains en question admiraient Rome. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas envie de détruire Rome. Et ils fuyaient généralement les barbares de l'Est, comme les Huns, qui les menaçaient. Et ils se sont donc jetés sur l'Empire romain qui était fragile, et sans le vouloir, ils l'ont détruit, tout en sauvant bien des aspects. Alors, il faut bien avoir en tête que l'Empire romain, ça a été le pire et la meilleure des choses. La pire et la meilleure parce que, comme je dis, on avait atteint à l'époque un degré de civilisation très important. Mais il y avait le cosmopolitisme romain et il faut avoir ça en tête. L'Empire romain a fini par occuper tout le pourtour méditerranéen. Or, la Méditerranée a toujours été une zone frontière naturelle entre deux civilisations de langues différentes, entre deux visions du monde. L'Afrique du Nord, du Maroc à l'Égypte, et le Proche-Orient font partie de ce qu'on appelle la civilisation afro-asiatique ou afrasienne, parfois on dit sémitique. Et donc, c'est une civilisation tout à fait différente de cette civilisation indo-européenne que j'ai évoquée, même si elle a essaimé jusqu'en Iran, en Inde. Donc, voilà deux civilisations qui sont vraiment différentes. On peut résumer leur opposition à Rome contre Carthage, même si la génétique a montré que les Carthaginois, pourtant officiellement phéniciens, comprenaient une part non négligeable d'apports grecs. Bon. Donc, ils n'étaient pas si phéniciens que ça. Cette opposition, elle va se matérialiser par ce qu'on appelle l'échec de la romanisation. Alors, je m'explique parce que c'est compliqué. Au IVe siècle avant notre ère, Alexandre le Grand a réussi à conquérir une part importante de l'Asie et l'Égypte. Il a y apporté la langue grecque. Et donc, ça a créé une civilisation qu'on appelle la civilisation hellénistique. Les Grecs ont apporté leur langue et influencé d'autres civilisations dites sémitiques. C'est ainsi que les élites de Phénicie, les élites de Judée ou encore de Mésopotamie et d'autres parlaient grec. Mais cette hellénisation superficielle, s'était limitée à ça. Lorsque l'Empire romain a récupéré les mêmes provinces, il n'a jamais réussi à romaniser ces populations, qui avaient des divinités tout à fait différentes. Et une fois que les Romains ont donné leur citoyenneté à tous ces gens, beaucoup sont allés s'installer à Rome, au cœur de l'Italie, alors qu'ils étaient évidemment étrangers. Ils ont amené leurs dieux, que ce soit des dieux égyptiens ou différentes divinités du Proche-Orient. Et parmi toutes ces religions orientales et sémitiques, il y a eu le christianisme. Le christianisme était une religion issue du judaïsme qui a été ouverte aux païens par Saül de Tarse. Et donc, pendant 2 siècles et demi, il y a eu un certain nombre de Romains qui se sont convertis. Pas beaucoup, en vérité. Le poids du christianisme avant 250, on peut dire de notre ère, était vraiment extrêmement limité. Mais l'Empire romain a commencé à chanceler face à des ennemis comme les Perses et comme déjà les Germains. Donc, lorsque une civilisation doute d'elle-même, lorsque elle est étreinte par la peur, on finit par douter de ses propres dieux. Et donc, on essaie de trouver ailleurs des réponses qu'on ne croit plus trouver dans la vieille religion traditionnelle. C'est une des raisons du succès très relatif du christianisme. Et puis, il y a autre chose. Les religions ethniques, comme les paganismes, sont mal adaptées à un empire cosmopolite. Il est difficile d'unir religieusement des gens qui n'ont pas grand-chose en commun. Mais lorsqu'il s'agit de religions universelles, comme le christianisme, qui prétend évidemment à une vérité et qui est indifférente à l'origine, il suffit de penser au mot de Paul de Tarse, il n'y a ni juif ni grec, eh bien, pour un pouvoir qui veut contrôler des populations différentes et trop disparates, c'est intéressant. Là où le paganisme ne peut pas unir des gens trop différents, parce que c'est donc, comme je l'ai dit, une religion ethnique, une religion universelle peut théoriquement y parvenir. Et c'est une des raisons pour lesquelles
des empereurs romains vont devenir chrétiens et vont tenter d'imposer cette religion à partir du IVe siècle à leur population ultra majoritairement païenne. Et au bout d'un certain nombre de siècles, ça va réussir jusqu'à ce que l'Europe devienne intégralement chrétienne. Ça prendra plus de 1000 ans, puisque le dernier pays européen à devenir chrétien, c'est la Lituanie, à la fin du XIVe siècle. Voilà ce processus, et s'explique dans un contexte de cosmopolitisme romain qui va pourtant, un siècle et demi après, s'éteindre totalement avec l'arrivée des Germains. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'Empire romain va s'effondrer, les populations orientales installées en Italie vont retourner dans leur province d'origine, et finalement, il n'y avait plus besoin du christianisme. Parce que les dieux germaniques et les dieux romains pouvaient parfaitement fusionner sans souci, comme les dieux gaulois et les dieux romains l'avaient fait avant eux, comme les Grecs et les Romains avaient été capables d'interpréter leurs divinités différentes comme étant des équivalences. Et donc voilà un petit peu comment la christianisation s'est passée, une christianisation de surface, les populations ont été converties de force, mais elles sont restées en réalité elles-mêmes en dessous. C'est pour ça qu'on peut parler de pagano-christianisme, voire même de paganisme christianisé, sachant que le culte des saints a remplacé le culte des dieux, que les fêtes païennes ont été christianisées pour devenir Pâques et Noël, mais qu'en réalité, ce qui est en dessous est toujours la vieille tradition européenne native et indigène. Voilà un petit peu ce qu'il fallait avoir en tête. Donc, le Moyen-Âge, c'est l'élaboration de nouveaux royaumes, à partir de l'arrivée des Germains qui vont vers l'ouest, et des Slaves qui vont envahir une partie de l'Europe centrale et des Balkans. Ils vont rajeunir un petit peu les civilisations, les expressions civilisationnelles européennes des zones dans lesquelles ils vont s'installer, et ça va donner la carte linguistique de l'Europe. Voilà un sujet que je vais évoquer rapidement, parce que je pense qu'il est intéressant dans cette démarche. Si on prend les langues d'Europe, bien sûr, il y a de nombreuses langues européennes qui ont disparu dans l'histoire, depuis la préhistoire la plus ancienne jusqu'à aujourd'hui, mais on ne va parler que de celles qui sont toujours là. J'ai parlé des langues indo-européennes, 96% des Européens parlent une langue indo-européenne. Alors, il y a à l'intérieur de ce groupe indo-européen des sous-groupes, évidemment. Il y a un sous-groupe qu'on pourrait appeler celtique. Les langues qui ont survécu, le gaélique, parlé en Écosse et en Irlande par une partie de la population, puisque l'anglais a beaucoup fait reculer ces langues-là. Il y a le gallois et il y a le breton. Le gallois est des 4 langues celtiques mentionnées, celle qui a la meilleure forme. Le breton a subi, lui, évidemment, le jacobinisme français. Et il tente de résister, mais il faut être honnête, les locuteurs bretons ne sont pas la majorité de la population en Bretagne. Ce n'est pas le cas en Corse où les gens ont gardé leur langue, mais en Bretagne, c'est quand même dégradé. Même si certains veulent et font tout pour essayer de restaurer leur langue. Donc la langue celtique, à l'époque, c'était le vieux gaulois qui était parlé ici et qui a été complètement détruit par le latin. Donc, autre groupe linguistique, le groupe italique, dont la langue principale est le latin. Il y avait d'autres langues évidemment de l'Italie antique. Ce latin a essaimé avec les légions romaines dans d'autres provinces d'Europe, et donc ça a donné d'autres langues. L'italien, qui est le plus proche du latin, qui est l'héritier direct du latin, et puis le français, l'espagnol, le portugais et le roumain. Je simplifie, mais c'est globalement comme ça. Il y a ensuite les langues germaniques, donc avec les langues germaniques de l'ouest, du nord et du centre. Pour simplifier, on peut considérer que l'anglais et le néerlandais sont des langues ouest germaniques. Les langues nord-germaniques, ce sont des langues scandinaves comme le norvégien, le suédois, le danois et l'islandais. Et on considérera que les langues est-germaniques, ça sera essentiellement l'allemand. Il y a ensuite les langues slaves, là aussi, 3 sous-groupes, les langues slaves de l'Ouest, c'est-à-dire le slovène, le slovaque, le tchèque, le polonais. Les langues slaves du Sud, globalement le serbo-croate et le bulgare, éventuellement la langue macédonienne. Et puis les langues slaves de l'Est, biélorusse, ukrainien, russe. Ça, c'est les grandes familles. Il y a quelques langues indo-européennes isolées, le grec, l'albanais, l'arménien, l'ossète, au cœur du Caucase, et les langues baltiques, c'est-à-dire le lituanien et le letton, et l'ancien prussien qui a disparu au XVIIIe siècle. Ça, c'est les langues indo-européennes, et c'est elles qui dominent totalement l'Europe. Si vous pensez aux Basques, qui ne sont pas d'Européens, tous les Basques parlent au moins le français ou l'espagnol. Ce qui fait que même s'ils parlent aussi le basque, qui n'est pas une langue indo-européenne, ils sont largement indo-européanisés. Sur le plan ethnique et génétique, il n'y a pas de différence avec les populations autour.
Voilà, c'est ce vestige linguistique d'une culture, d'une langue, d'une mythologie qu'on appelle basque. Ils sont isolés au cœur de l'Europe occidentale. Autre population non indo-européenne, les Ouraliens ou Finno-Ougriens, dont on imagine qu'ils viennent à l'origine de l'Oural, de l'ouest de l'Oural. Là, c'est des groupes linguistiques assez identifiés. Il y a les langues phéniques, c'est-à-dire essentiellement le lapon, le finnois et l'estonien. Et puis il y a les langues ougariennes ou ougriennes, qui sont essentiellement le hongrois ou magyar, et puis quelques langues de la Russie occidentale. Mais c'est surtout, on va dire, le hongrois. Ensuite, il y a le géorgien, qui est une langue du Caucase isolée et spécifique. Et puis, il y a ce qu'on appelle les langues caucasiennes du Nord-Est, dont le tchétchène, l'ingouche et les différentes langues du Daghestan, qui sont des langues à part, avec parfois des caractéristiques linguistiques très variées. Le Caucase, c'est vraiment un espace où il y a des centaines de langues, avec des langues parfois parlées par 50 personnes. Et ça rappelle le fait que le Caucase est probablement le foyer originel de tous les Européens. D'où le terme de caucasien pour désigner les Européens, notamment aux États-Unis, Caucasian, bah oui, parce que c'est l'idée que tous les blancs européens viennent du Caucase. Et l'idée n'est pas idiote. Voilà un petit peu ces langues. Et vous voyez, par exemple, si on prend le cas de la Hongrie, qu'on ne saurait résumer ça à un groupe linguistique. Prenons la Hongrie parce que c'est un pays intéressant, puisque, comme je dis, il n'est pas de langue indo-européenne. Et pourtant, en réalité, il est aussi indo-européen que nous. Je vais expliquer pourquoi. La plaine de Hongrie a été peuplée de pas mal de populations indo-européennes au fur et à mesure de l'histoire. On identifie d'abord les Pannoniens, qui ont donné leur nom à cette région au départ. Les Pannoniens, ce sont des populations indo-européennes, comme les Illyriens qui habitaient la Yougoslavie, de l'Antiquité. Donc, ce sont des indo-européens à part. Ces Pannoniens, ensuite, ont subi l'influence des Celtes, qui ont dominé la région, puis des Romains, puisque la Pannonie est devenue une province romaine, et ensuite les influences des Germains et des Slaves. Ce qui fait que la Hongrie, avant l'arrivée des Magyars au Xe siècle, est un espace européen avec, on va dire, de multiples influences indo-européennes. Les Magyars, peu nombreux, sont des guerriers qui vont s'installer dans la région. Ils viennent de l'ouest de l'Oural. Ce sont des populations caucasiennes aussi, mais un peu à part. Et elles vont s'installer dans ce qui, à un moment donné, s'appelait la Ounonia, le pays des Huns, à l'époque où Attila s'était installé au 5e siècle dans la région, avant que les Huns repartent en Asie. Donc, parfois, vous trouvez des types humains en Hongrie qui rappellent des traits un peu asiatiques. C'est la trace, simplement, des Huns. C'est même pas la trace des Magyars. Voilà. Il y a parfois des gènes qui rappellent qu'il y a eu quelques mélanges et qu'il y a eu des Huns dans la région. La Hongrie se dit Magyarország en hongrois. Bon, Hongrie n'est donc pas adapté en théorie, c'est un mot français. Magyarország, c'est le pays des Magyars, tout simplement. Donc, ils amènent leur dieu, une religion païenne très poétique qui n'était pas différente des religions indo-européennes en la matière, et surtout une langue un peu à part. Mais à part ça, ils étaient peu nombreux, ils n'ont fait qu'imposer leur langue à la population. Donc, les Hongrois ne se diffèrent des autres Européens que par la langue et en rien d'autre. Tout le reste est commun. Et sur un plan génétique, vous pouvez constater que la population hongroise est assez proche de la population tchèque ou de la population slovaque, donc des populations voisines. Voilà, tout simplement. C'est un exemple parmi d'autres pour vous rappeler que, bien sûr, s'il y a une forme de pérennité des populations, parce que les gens, finalement, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, bougeaient peu, on ne peut pas nier qu'il y a eu des brassages entre Européens, peut-être moins qu'on le croit, mais c'est réel. Si on prend l'exemple de la France, de l'ancienne Gaule, quel est le peuplement de ce territoire? Donc, on a un fond qu'on appellera gaulois ou celtique, qui compose donc l'essentiel de la population française historique, native, et puis on a des populations minoritaires autour. On a des populations italiques, à l'instar des Corses et peut-être d'une partie de la Provence. On a eu des colonies grecques qui se sont installées. Les villes de Nice, de Marseille, d'Antibes ont été fondées par des Grecs, dont les descendants sont forcément toujours dans le coin. Il y a des Germains, flamands, alsaciens notamment. Il y a évidemment des peuples latins, à l'image des Catalans. Il y a donc toujours ces Basques que j'ai évoqués. Donc il y a une forme de, on va dire, de groupe ethnique majoritaire. Et puis donc il y a eu des Romains qui se sont implantés à l'époque de la conquête des Gaules et a posteriori. Voilà.
Donc, on peut considérer que les Germains, par exemple, francs et autres, n'ont pas composé plus de 5% de la population de la Gaule romaine conquise. Effectivement, nous sommes essentiellement, entre guillemets, des Gaulois, mais nous ne sommes pas que cela. Si on prend l'Allemagne voisine, c'est encore plus compliqué. La mythologie nationaliste des Allemands, notamment dans le cas du nazisme, avait prétendu que les Allemands étaient une population, comment dire, d'une souche totalement identique et pure. Ça ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous connaissez un peu l'histoire des Celtes, tout le sud de l'Allemagne était celtique, a été germanisé. Et le nord, effectivement, était germanique. Alors, une caractéristique, c'est que les Bavarois sont souvent plus bruns que les Allemands du Nord. Et alors, on pourrait dire, mais est-ce que les Germains étaient nordiques? Est-ce qu'ils étaient tous blonds aux yeux bleus? C'est une mythologie bien connue. En fait, la population d'Europe qui est la plus nordique, ce sont les Finlandais, qui ne sont pas indo-européens de langue. Vous voyez que ça fait relativiser tout le reste. Pour vous dire simplement que les Européens ont des caractéristiques spécifiques et un immense patrimoine commun, y compris génétique. Donc, c'est bien uni dans la diversité que nous sommes. Une européanité commune extrêmement forte, et puis des variations sur ce même thème qui existent et qu'il n'y a pas lieu de faire disparaître. Parce que l'erreur souvent qui est faite lorsqu'on entend mon discours, c'est de dire que la famille veut mélanger tous les Européens. Donc ne faire qu'une seule population totalement, on va dire, identique, stéréotypée. C'est pas du tout le projet. Le projet, c'est d'unir les Européens parce qu'ils sont de même souche, mais préserver, bien sûr, l'identité des patries charnelles qui existaient. Je prends souvent cet exemple parce qu'il est parlant, mais une Corse peuplée par 200 000 Russes, ça n'est plus la Corse. Certes, elle reste européenne, mais ce n'est quand même plus la Corse. Et moi, je préfère que la Corse soit essentiellement corse, que la Bretagne soit essentiellement bretonne, et donc que la France soit essentiellement, on va dire, française. Je ne suis pas dérangé par l'arrivée d'autres Européens, dans la mesure où ce flux est raisonnable et maîtrisé. Les Italiens, les Polonais et d'autres qui sont venus en France nous ont été utiles, si on peut dire, ont été un apport supplémentaire de gens de même souche que nous, et c'est pas une mauvaise chose, et nous les avons admis comme compatriotes, et c'est pas un souci. Le problème, c'est quand on a voulu élargir cela à d'autres populations que celles venues d'Europe. Et là, l'erreur a été fatale. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les origines de l'Europe, c'est-à-dire que nous sommes de même origine, de même souche, population homogène, même s'il y a des variations, des différences qui sont, on va dire, belles et enrichissantes et qu'il faut conserver. Voilà. L'Europe est une nation au sens étymologique du terme, parce que la nation, ça veut dire la même souche, la même naissance, la même origine, la même lignée, la même ascendance. Et j'ai expliqué pourquoi les Européens étaient de même ascendance. Mais c'est une nation subsidiaire, c'est-à-dire qu'il y a au sein de cette nation des nations, on va dire, infra-européennes, qui ne correspondent pas nécessairement au découpage administratif que nous connaissons aujourd'hui, mais qui existent néanmoins. Vous voyez par exemple que les frontières de la France ne sont pas toujours très cohérentes. Le Val d'Aoste fait partie d'Italie, et pourtant on y parle français. Le Haut-Adige, en Italie, là aussi, on y parle allemand. L'Autriche pourrait être légitimement en droit de demander cette région. Sans parler, évidemment, des différences propres à chaque pays. L'Espagne, vous avez bien sûr ce qu'on appelle la langue castillane, que nous, en France, on appelle l'espagnol, mais en fait, c'est le castillan. Mais vous avez le galicien, vous avez le valencien, vous avez le catalan, vous avez même l'andalou. De la même façon, au Royaume-Uni, vous avez le gallois et l'écossais que j'ai cités. Et même en Allemagne, vous avez une minorité danoise dans le Schleswig-Holstein, vous avez une minorité slave du côté de l'Allemagne de l'Est qu'on appelle les Sorabes, qui sont installés dans cette région depuis plus de 1000 ans. Hein. Vous avez une population slave allemande, historique, les Sorabes, qui portent un nom très proche des Serbes. Peut-être que ce sont des Serbes qui, avant de descendre vers le sud, eux sont partis vers l'Est. Il y a une séparation, mais voilà, vous avez ce peuple slave en pleine terre allemande, et même le Troisième Reich anti-slave les a respectés. Comme quoi, vous voyez, la cohérence n'était pas toujours au rendez-vous. En Autriche, vous avez une minorité slave également, slovène. Si vous prenez l'ex-Yougoslavie, la Serbie, vous n'avez pas seulement des Slaves, donc slovènes, bosniaques, serbo-croates, etc., mais vous avez une minorité hongroise, vous avez des minorités albanaises, vous avez des minorités également tziganes, vous avez des minorités slovaques, etc. En Roumanie, vous avez la minorité hongroise de Transylvanie, notamment.
Voilà, en Bulgarie, vous avez les Pomaks qui sont des Bulgares slaves, probablement turquisés, islamisés. Les Bulgares les considèrent comme des Bulgares, mais d'autres discutent de cette identité. Voilà, et c'est un peu partout comme ça. Alors, dans les nations slaves, si vous prenez la Russie, par exemple, en dehors du cas des populations non européennes, le peuple russe historique, c'est un mélange de slaves et de populations finnoises. C'est-à-dire qu'en fait, pour résumer, un russe, c'est un polonais avec un peu de sang finlandais. Voilà, pour simplifier. Et en fait, on se rend bien compte que génétiquement, les Russes et les Polonais sont très proches, hein, en fait. Il y a sans doute un apport d'Iraniens nomades, les Sarmates qui habitaient en Ukraine, qui a dû se rajouter à l'ensemble, parce qu'il y a quelques mots iraniens qui sont restés en russe, un mot courant comme mir. C'est intéressant le mot mir en russe. Ça a trois sens, ce mot mir. Ça peut vouloir dire le monde, ça peut vouloir dire la paix, et ça peut désigner aussi un mode agricole. Mais ça c'est sans rapport étymologique. D'où vient ce mir alors? Eh bien, ça vient du nom de Mitra, en forme iranienne médiévale, Mir, M-I-H-R. Le mot est devenu, le dieu est devenu un mot. Et donc, ça dit, comme Mitra, par cet aspect, pouvait apparaître comme un dieu sauveur du monde et un dieu qui ramène la paix, eh bien, ça donnait le mot Mir en russe. Donc, il y a des mots slaves qui viennent de l'iranien, comme ça. Bon, quelques-uns. C'est des divinités aussi qui ont été empruntées aux Iraniens d'Europe, c'est-à-dire ceux qui habitaient, comme je le disais, dans les zones Ukraine, etc. Et puis, il y a donc quelques autres apports. Voilà. Quelques apports caucasiens aussi. La Russie d'aujourd'hui n'est pas composée que de Slaves, 75% à peu près des habitants sont slaves. Si on élimine la partie asiatique de la Russie, donc au-delà de l'Oural, donc la Sibérie, si on prend que la partie européenne, il y a quelques populations non européennes dans l'espace européen de la Russie. Alors je vais les citer simplement, il y a des peuples de langue turque, et généralement musulmans, comme par exemple les Bachkirs. Il y a également des peuples mongols, bouddhistes, les Kalmouks, qui habitent du côté de la mer Caspienne. Là, vous avez quelques populations non européennes, même dans la Russie d'Europe. Évidemment, ces populations parlent le russe, mais ont gardé aussi leurs caractéristiques. Et puis, vous avez ce Caucase extrêmement compliqué. Alors, le Caucase a une particularité qui le rend complexe. Je vais zoomer sur le Caucase. Vous avez donc les Arméniens qui font partie du Caucase Sud, ce qui fait dire à certains qu'ils ne seraient pas européens. Ils sont européens par la langue indo-européenne, par leur religion pagano-chrétienne, par leurs mœurs, par leur urbanisme. Ils ont vécu 2 siècles à l'intérieur de la Russie, etc. Ils sont à part, c'est la zone la plus sud de l'Europe, mais ils sont européens. Comme les Chypriotes grecs, qui sont considérés parfois comme asiatiques, sur des plans géographiques, alors que ça n'a aucun sens. Et puis, vous avez les Géorgiens, que j'ai évoqués, avec quelques autres peuples apparentés, comme les Abkhazes, les Svanes, les Mingréliens, etc. Donc, ce qu'on appelle le groupe techniquement kartvélien. Alors, une petite anecdote historique. Nous, on dit Géorgie, eux se disent sa carte vélo. Ça veut dire le pays, et carte vélo, c'est le nom des Géorgiens, le pays des Kartvéliens. La Kartvélie a probablement été connue des Grecs sous le nom de Colchide, c'est le nom antique grec, là où le Médée a aidé Jason pour récupérer la toison d'or. Et puis, il y a donc des Indo-Européens, comme les Ossètes, qui sont de langue iranienne, mais qui sont ethniquement européens. Et puis, vous avez tous ces peuples du Caucase bizarres. Alors, vous avez les Tcherkesses ou Circassiens, vous avez les Tchétchènes, vous avez les Ingouches et quelques autres. Et une caractéristique de ces peuples, c'est que désormais, ils sont musulmans. Alors, pourquoi sont-ils devenus musulmans? Ils le sont devenus tardivement, en réalité. Ils le sont devenus au XVIIIe siècle. Donc, vraiment une époque finalement assez récente. Qu'est-ce qui explique cela? D'abord, parce que leur ennemi, pendant longtemps, c'était la Russie orthodoxe, chrétienne. C'est elle qui a voulu s'emparer de ce qu'on appelle la Transcaucasie. Il y a eu des guerres du Caucase terribles. Or, le problème, c'est que le chef religieux et politique de la révolte des peuples du Caucase Nord contre les Russes, c'était un imam qui s'appelait Shamil. L'imam Shamil. Voilà. Et donc, les peuples du Caucase Nord se sont islamisés à ce moment-là pour combattre la Russie orthodoxe, qui a gagné la guerre. Alors, c'est pas hasard, c'est le nom de la capitale de Tchétchénie est russe. C'est Grozny. Grozny, c'est pas un mot tchétchène. Grozny, ça veut dire terrible, comme le fameux Ivan le Terrible, Ivan Grozny. Ça rappelle la dureté des guerres entre les Russes et les peuples du Caucase Nord. Les Russes ont gagné au prix de beaucoup de morts, et beaucoup de morts aussi en face. Mais à l'arrivée, la Russie a conquis le Caucase et l'a dominé jusqu'à aujourd'hui.
Donc l'islamisation du Caucase, elle est récente. Je vais prendre l'exemple des Ingouches. Les Ingouches sont du même peuple presque que les Tchétchènes, et eux, ils sont un petit peu subtils, parce que les Ingouches ont eu une phase chrétienne, c'est-à-dire que les Ingouches sont passés du paganisme au christianisme, puis du christianisme à l'islam, ce qui malgré tout les a adoucis, alors que les Tchétchènes sont passés directement du paganisme à l'islam. Et vous savez, il y a très peu d'exemples de peuples passés directement du paganisme à l'islam. Vous avez les Afghans et les Pakistanais qui sont passés de polythéisme plus ou moins mazdéen aux zoroastriens ou hindous à l'islam, et puis vous avez donc les peuples du Caucase. Alors ça rend les choses compliquées parce que vous avez surtout un peuple qui est passé du paganisme à l'islam, ce sont les Arabes. Effectivement, au 7e siècle, les Arabes sont passés théoriquement du paganisme à l'islam. Alors il paraîtrait malgré tout que ce que je dis là n'est pas si exact que ça, et qu'il ne faut pas se fier totalement au texte musulman, et qu'en réalité, le paganisme arabe avait largement reculé à l'époque de Muhammad au profit du christianisme. C'est tout à fait possible, mais sur le plan de la tradition, les Arabes seraient passés du paganisme à l'islam. Bon. En tout cas, les Tchétchènes et les Ingouches ont connu cette évolution et par ailleurs un traumatisme. Les Tcherkesses, qui sont aussi donc des peuples musulmans, abandonnent largement l'islam depuis maintenant quelques décennies. 30% des Tcherkesses se réclament désormais de la foi native tcherkesse, donc du entre guillemets néopaganisme. C'est pas du tout le cas en Tchétchénie et en Ingouchie. Vous vous doutez bien que quiconque afficherait son paganisme serait traité comme les homosexuels le sont par Kadyrov, c'est-à-dire éliminé. La tolérance et la charia dominent. Merci, M. Poutine, d'avoir créé un État islamique à l'intérieur de l'Europe. Car c'est à cause de lui et de la façon dont les Russes ont géré l'affaire qu'on doit cela. C'est son bon allié et c'est un islamiste. Bon, pour résumer un petit peu l'équation, si tous les peuples d'Europe, y compris les Albanais et les Bosniaques, se défont des religions du livre tranquillement, l'Europe se déchristianise et les peuples européens musulmans se désislamisent, eh bien, c'est pas le cas en Tchétchénie et en partie en Ingouchie et dans le Daghestan, donc c'est quelque chose de compliqué et il faudra en tenir compte. L'intégration à la Grande Europe nécessitera néanmoins d'appliquer une prudence relative et une bonne propagande pour inverser 20 ans de conneries. Voilà, c'est pas simple. Et je ne vais pas vous dire que ce sera facile, parce que ça serait vous mentir. Mais par exemple, le Kosovo, albanais, est aussi musulman, on va dire que la Lorraine est chrétienne aujourd'hui, c'est-à-dire pas du tout. Et c'est encore moins le cas en Albanie. Voilà, ne soyons pas naïfs, il peut y avoir des problèmes d'islamisme malgré tout, mais vous savez, la menace islamique, elle est surtout en Europe occidentale, et elle est liée à l'immigration, elle n'est pas liée à des Européens qui seraient très convertis, vraiment à la marge. Voilà où nous en sommes. Donc, les origines de l'Europe sont simples. Le paléolithique, le néolithique avec l'agriculture, les Indo-Européens qui sont, on va dire, les Gaulois de l'Europe. Au XIXe siècle, il était d'usage dans la tradition historiographique française de dire nos ancêtres les Gaulois. Il ne serait pas scandaleux de dire à l'échelle de l'Europe nos ancêtres les Aryens, en enlevant de ce dernier terme toute la coloration nazie débile qu'on a tort d'y associer. Les Slaves sont tout aussi aryens que les Germains, pour prendre cet exemple-là, alors qu'ils ont été victimes de la haine hitlérienne, et évidemment, ça n'a pas de sens. Et il ne faudrait pas tomber dans le piège, j'insiste beaucoup là-dessus, chers amis, il ne faut jamais tomber dans le piège de rejeter un peuple européen hors d'Europe. C'est quelque chose qui n'est pas défendable. Et ça vaut pour plein de peuples d'Europe. Je vais prendre quelques exemples. Les Britanniques ont quitté l'Union européenne par le biais du Brexit. Ce n'est pas la chose la plus intelligente qu'ils aient faite, et beaucoup regrettent. Ça n'en fait pas un peuple non européen. Les Britanniques restent européens, même s'ils ne sont plus dans l'Union européenne. De la même façon, ce n'est pas parce que les Albanais sont supposément musulmans par la conversion forcée ottomane au XVe siècle que ce sont des populations non européennes. Les Albanais sont européens, ils sont très bien représentés en Italie, et en Italie, ça ne pose pas de problème. En Suisse, par contre, ils sont moins bien reçus, ça se passe moins bien. C'est peut-être pas les mêmes Albanais aussi, d'ailleurs. Mais en Italie, ça se passe bien. D'ailleurs, même l'extrême droite italienne est très pro-albanais. Et, chose étonnante, le régime mussolinien avait d'ailleurs annexé l'Albanie et donné la nationalité italienne à tous les Albanais. Les gens ne savent pas. Si on prend donc les Russes, là aussi, depuis la guerre de février 2022, beaucoup nous disent que les Russes ne sont pas des Européens, et ça c'est faux. Bien sûr, c'est faux. On peut être pour ou contre Poutine, je pense qu'il faut être contre, mais ça ne change pas la nature du peuple russe. Le peuple russe est un peuple slave, donc européen, c'est un peuple pagano-chrétien, qui connaît d'ailleurs un fort mouvement néo-païen comme le reste de l'Europe, et peut-être plus fort encore. Le Russe est un Européen.
Mais la Russie a connu très peu la démocratie ces derniers siècles, et le peu de démocratie qu'elle a connu ne lui a pas donné forcément envie de continuer dans cette voie. Quand est-ce que la Russie a connu la démocratie? Et encore très relative. Entre 1905 et 1917, même si le tsar a essayé de reprendre le pouvoir, plus ou moins de manière déguisée. Entre février 1917 et octobre 1917, un peu plus de démocratie, mais ça aboutit au coup d'État bolchevique. Et ensuite, c'était 1991-1999. 8 ans de démocratie où la Russie a été plumée par toutes sortes de parasites et d'oligarques, où le peuple russe a connu un déclin économique et dans tous les autres domaines terribles, et le russe de base, il s'en souvient. Il se souvient des années Helsinki et du sentiment d'impuissance et de pauvreté et de déclassement que le peuple russe a connu. Donc 8 ans de pseudo-démocratie totalement trafiquée et corrompue, mais qui a donné l'idée que les Russes avaient besoin d'un homme fort. Et cet homme fort, le système russe leur a créé de toutes pièces, artificiellement, un personnage qui n'est fort que quand on regarde de près, de loin, je veux dire, et qui ne l'est pas du tout quand on regarde de près. Il s'appelle Vladimir Poutine. Ça méritera certainement un sujet en tant que tel, donc je ne vais pas y revenir, mais il faut bien comprendre que le peuple russe, de tous les peuples d'Europe, est celui qui a le moins connu la démocratie. Même si les peuples d'Europe centrale l'ont très peu connu, parce que si vous regardez bien l'histoire polonaise, bon, quand est-ce que les Polonais ont connu la démocratie réellement? Ils étaient, sujets de l'Empire russe ou de l'Empire allemand jusqu'en 1918. Entre 1918 et 1945, ils ont connu essentiellement la dictature des colonels après la dictature de Pilsudski, donc ils n'ont jamais vraiment été en démocratie à l'époque. Puis en 1945, ils ont connu 45 ans d'occupation soviétique. Les Polonais ne sont donc en démocratie que depuis 1990. Et pourtant, la démocratie polonaise fonctionne. La démocratie hongroise, avec des défauts d'urbanisme malgré tout, fonctionne. En Tchéquie, en Slovaquie, dans les pays baltes, la démocratie fonctionne. Pourtant, ils ne l'ont pas plus connue, en réalité, que les Russes. Mais eux, chez eux, ça a fonctionné, et ils n'ont pas de Poutine équivalent. Donc, il y a eu un problème en Russie, et ce problème, je pense que c'est notre faute en partie aussi, c'est que nous n'avons pas su, justement, rappeler aux Russes qu'ils étaient des Européens, et on n'a peut-être pas su leur montrer et essayer de les arrimer à nous assez vite. Si la Russie avait une perspective européenne dès 1991, elle aurait sans doute évolué vers nos propres standards, pour le meilleur comme pour le pire, et je pense que la Russie serait une démocratie aujourd'hui. Elle ne l'est plus vraiment, mais vous noterez que même si la Russie n'est plus vraiment une démocratie, Poutine se sent obligé d'organiser quand même des élections. Même si elles sont trafiquées, il organise des élections, ça veut dire que la démocratie donne quand même l'image d'une légitimité. Et c'est pour ça que même si elle est biaisée, Loukachenko fait la même chose, organise des élections bidons, mais il organise des élections, ce qui n'est pas le cas en Chine, par exemple. Voilà, les Chinois ne votent pas. La démocratie en Chine, ça n'existe pas. En Russie, il y a une image démocratique artificielle que se donne l'autocrate pour prétendre être légitime, alors qu'il ne l'est pas, et on sait bien qu'il ne l'est pas. Alors, ça m'amène à conclure sur les, on va dire, caractéristiques ancestrales des Européens, depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. Le premier, on va dire, biologiste, anthropologue, c'est Hippocrate. C'est aussi l'inventeur de la médecine moderne. Hippocrate, donc ce grec de 6e siècle avant notre ère, et dont le serment est bien connu, puisque tous les médecins doivent le prêter, a identifié des caractéristiques ethniques des Européens, qu'il oppose aux Asiatiques. Les peuples d'Asie, dit-il, sont nés pour l'esclavage, qui n'est pas évidemment péjoratif et sans doute injuste, mais c'est l'idée qu'ils ont l'habitude d'un système autocratique où il y a un chef, un roi, etc., qui commande, et il n'y a pas de citoyens, il n'y a que des sujets. Un roi et des sujets, c'est l'Orient. L'Europe, ce n'est pas le cas. Il dit que les Européens sont des hommes libres, qui sont caractérisés par des assemblées d'hommes libres, qui décident, et qu'ils sont braves, qu'ils ont une vision héroïque du monde, que la bravoure au combat est la valeur la plus essentielle de l'homme européen. Et lorsqu'on voit toutes les guerres que l'Europe a connues, entre Européens comme face à d'autres peuples qui ne l'étaient pas, on comprend bien que nous sommes une patrie guerrière par excellence. Ces deux caractéristiques des hommes libres, donc faits pour la démocratie, et des braves, ce sont des valeurs estimables. Aristote
Aristote va nuancer le propos d'Hippocrate parce qu'il va faire de l'hellénocentrisme. Il va dire, bon, les Grecs sont à part. Voilà. Il y a les Européens qui sont effectivement des hommes libres et braves, mais qui ne sont pas régis par des lois, ce qui était d'ailleurs fou. Donc, ils sont anarchistes. Quant aux Orientaux, effectivement, aux Asiatiques, ils sont soumis, effectivement, à un pouvoir, donc ils ne sont pas libres du tout et ils sont comment dire, asservis. Les Grecs sont à la fois des hommes libres et en même temps, ils sont régentés par des lois. Donc, ils sont meilleurs que les Européens et que les Orientaux parce qu'ils ont les caractéristiques à la fois de la liberté des Européens et du principe qu'il y a des lois qu'ils respectent. C'est évidemment malhonnête, puisque les Germains, les Celtes et les autres peuples d'Europe avaient bien sûr des lois, et je vais plus loin, les lois grecques et les lois romaines ont la même origine que les lois germaniques. Qu'est-ce qui différencie la loi germanique coutumière de la loi romaine? La culture de l'écrit. C'est-à-dire que les Romains ont écrit leurs lois, ça s'appelle les 12 tables de Rome, ils ont écrit leurs lois, alors que les Germains ont appris leurs lois. C'est-à-dire que d'un côté on l'écrit, de l'autre côté on l'apprend et on le récite. Une culture de l'écrit et une culture de l'oral. C'est la seule différence. Effectivement, les Germains n'écrivaient pas en runes leur code juridique. Et c'est tout. Code de loi oral, code de loi écrit. Mais le ius latin vient du ius indo-européen il y a des milliers d'années et qui était commun aux ancêtres des Celtes, des Germains, des Slaves, des Romains, des Grecs, etc. Ce qui fait qu'il y a un droit indo-européen et que le droit romain et le droit germanique sont deux enfants du même droit. Vous voyez pourquoi la matrice indo-européenne est essentielle? Parce que nous lui devons le droit, la démocratie, nos vieilles religions traditionnelles historiques, mythologiques, tout ce qui nous caractérise. Nous sommes, aujourd'hui encore en 2025, des Indo-Européens. Et il appartient que nous en ayons pleine conscience, que nous redevenions ce que nous sommes, selon le beau mot de Nietzsche. Voilà. Nous sommes à la croisée des chemins. L'Europe risque de disparaître au cours du XXIe siècle, son peuplement porteur risque d'être effacé de l'histoire, comme d'autres civilisations avant nous, et peut-être de manière définitive. Si les Grecs et les Romains ont survécu à la ruine de leur civilisation, est-ce que les Européens survivraient à la leur? Ou seraient-ils remplacés sur leur terre par d'autres? C'est la principale crainte que les Européens lucides, et que vous êtes aussi tous, et moi le premier évidemment. On ne peut pas imaginer sauver notre civilisation, ça ne revient pas aux racines de la civilisation européenne, à la source mère, et notamment à la matrice grecque. C'est en redevenant nous-mêmes que nous sauvons notre civilisation. Ça veut dire peut-être aussi renoncer à une sorte de différentes innovations que l'homme européen a connues pendant les siècles. Polémiquement, je pourrais dire par exemple le christianisme. Est-ce que finalement nous n'aurions pas besoin de nous défaire du christianisme pour redevenir nous-mêmes? Est-ce que nous n'aurions pas intérêt à nous tourner vers nos vieilles divinités ancestrales qui peuplent nos jardins et nos musées? Est-ce que c'est pas cela qu'il faudrait faire? C'est un choix polémique, je le sais bien, et ça peut heurter certains, j'en suis bien conscient, mais c'est aussi une question d'analyse. Si l'Européen doit se réveiller, il faut qu'il retourne à son point d'origine, ce qu'on appelle une révolution. Vous savez, la révolution de la Terre, c'est lorsque la Terre tourne sur elle-même et revient au point d'origine. Eh bien, une révolution, ce n'est pas autre chose. C'est le retour à la matrice, et ça a été le cas d'une renaissance, par exemple. La renaissance du XVe siècle en Italie, c'est une renaissance de l'esprit gréco-romain. C'est le retour des textes anciens. Une révolution et une renaissance, finalement, ça a le même sens, en fait. Nouvelle naissance et retour au point d'origine sont synonymes. Voilà, une palingénèse, diraient les Grecs. Une nouvelle genèse, une genèse à nouveau. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'aurais souhaité qu'on soit un peu plus nombreux, mais je remercie la fidélité de ceux qui êtes présents. Voilà, et ça sera évidemment accessible, évidemment, sur X, puisque je l'ai enregistré, et peut-être bientôt sur YouTube, mais en tout cas sur X, certainement. Je vous souhaite une très bonne soirée, les amis, et j'espère que vous aurez l'occasion d'autres conférences de ma part.